Pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, la parole est à Monsieur Roger Gérard Schwarzenberg. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Monsieur le Premier ministre, notre groupe, vous le savez, a un jugement favorable sur votre personne, sur votre action globale, connaissant votre énergie, votre volonté, votre détermination à agir. Mais ce qui est en débat aujourd'hui, c'est ce texte de loi particulier, très particulier. Le fait de nous connaître depuis longtemps m'autorise sans doute à vous parler avec solidarité, mais aussi avec sincérité. Vous vous rappelez la phrase de Saint-Just, « Le prix d'éloquence sera donné au laconisme ». À coup sûr, vous mériteriez d'être le lauréat de ce prix avec l'intervention que vous avez faite mardi dernier à cette tribune pour annoncer le recours au 49.3, intervention brève d'une concision extrême. Nous aurions bien sûr préféré que la nouvelle lecture du projet de loi Macron à l'Assemblée ne soit pas soumise, elle aussi, à cette procédure. Le 49.3, selon nous en tout cas, doit être une arme d'exception et non une arme à répétition. Certes, avant vous, beaucoup de premiers ministres ont utilisé cette procédure, qu'ils appartiennent à la droite, comme messieurs Balladur, Juppé, Villepin, en 2006, sur un texte qui s'intitulait lui aussi Égalité des chances et qui crée le CPE, le contrat première embauche, ou qu'ils appartiennent à la gauche, comme Michel Rocard, sympathique stakhanoviste du 49.3, quand il était à Matignon. Mais celui-ci ne disposait pas d'une majorité absolue à l'Assemblée, à votre différence. Était-il vraiment impossible de trouver un accord avec l'ensemble des députés de la majorité en acceptant de préciser ou d'infléchir quelques dispositions de ce texte, plutôt que de sembler vouloir forcer l'assentiment? Mieux vaut convaincre que contraindre. Ainsi, Lionel Jospin, qui avait pourtant une majorité très diversifiée, avec la gauche plurielle, composée de 5 partis distincts, n'a pas, pendant les 5 ans passés à Matignon, recouru à cette procédure. Le 15 février 2006, pour protester contre le recours par M. de Villepin au 49.3 sur le texte Égalité des chances, le PS et le PRG avaient déposé ensemble une motion de censure, dont j'étais le 3e signataire, mais après 2 personnalités brillantes, après Jean-Marc Ayrault, alors président du groupe socialiste, après François Hollande, alors premier secrétaire. Cette motion avait été signée par 145 députés, dont l'un allait lui aussi exercer une fonction éminente quelques années après. Cette motion critiquait, je la cite, le verrouillage de la délibération parlementaire par l'exécutif à travers l'usage de l'article 49.3. Le ton était peut-être un peu vif, mais cette motion exprimait la position habituelle de nos partis sur le 49.3. Par ailleurs, le recours à cet article sur la loi Macron n'était pas nécessaire pour surmonter une éventuelle obstruction de l'opposition. En effet, la nouvelle lecture de ce projet avait été soumise à la règle du temps législatif programmé qui détermine la durée maximale de l'examen d'un texte. Cette durée avait été fixée à 25 heures au total par la conférence des présidents. Pour justifier le recours au 49.3, l'un de vos ministres assure qu'il faut aller vite, gagner du temps, mais 25 heures, est-ce vraiment un très long délai dans un ordre du jour parlementaire? D'ailleurs, l'on peut s'interroger. L'on dit supprimer l'examen normal de la loi Macron pour gagner du temps, mais pour faire quoi d'autre de ce temps ainsi gagné? Rien ou presque. Mardi soir, l'Assemblée a traité le sujet d'une importance relative, l'octroi de mer, les services aériens France-Turkménistan. Mercredi, elle a siégé seulement 1 heure pour les questions au gouvernement.
Aujourd'hui, elle va débattre environ 2h30 sur la motion de censure. Enfin, vendredi et lundi, elle ne siégera pas, contrairement à ce qui était initialement prévu. Dernier point, l'article 49.3 a été conçu pour éviter le vote sur un texte, mais non pour éviter un débat sur ce texte. Les députés n'ont pas été élus pour se transformer en trappistes, qui auraient fait vœu de silence, ordre d'ailleurs très honorable, mais qui n'est pas destiné à la même mission que la nôtre. Comme on le sait, Parlement vient évidemment du verbe parler, c'est sa fonction même, parler, dialoguer, échanger, débattre avec le gouvernement pour produire ou coproduire des lois. Toutefois, soyons équitables, ce projet de loi a fait l'objet d'un examen très approfondi en commission spéciale à 2 reprises et en séance publique lors de sa première lecture par l'Assemblée. Et il faut bien sûr vous en donner acte. Venons-en donc au contenu de ce projet de loi. Ce texte fleuve se caractérise par sa longueur et par son caractère très composite, ressemblant un peu à un patchwork concernant une quinzaine de codes différents, tant il porte sur des domaines nombreux et divers, voire disparates. Ainsi, naturellement, on peut porter une appréciation positive sur telle disposition et un jugement plus nuancé sur telle autre. L'un des mérites de ce texte, qui en comporte plusieurs, c'est de libérer l'activité dans certains secteurs où elle se trouve freinée ou entravée par des blocages et des usages archaïques. À titre d'exemple, il est utile de rénover le régime de certaines professions juridiques réglementées pour les ouvrir plus facilement à la jeune génération. Par ailleurs, certaines réformes contribuent à faire réaliser des économies à nos concitoyens, l'ouverture des lignes d'autocar sur le territoire national, qui créera d'autres moyens de transport plus économiques, la réforme du permis de conduire, qui rendra celui-ci moins long et donc moins coûteux à obtenir, les nouvelles règles relatives au secteur routier concédé, qui permettront de mieux réguler les coûts. On pourrait continuer dans l'éloge des points positifs de ce texte, qui, vous le savez comme moi, en comporte encore beaucoup d'autres. Mais je ne veux pas vous lasser, à l'excès en tout cas. En revanche, des réserves peuvent être admises sur d'autres dispositions de ce texte. D'abord, sur les modalités du travail dominical. Monsieur le Premier ministre, vous réclamez souvent de Georges Clemenceau, qui a été président du Conseil, notamment de 1906 à 1909. C'est Clemenceau qui met alors concrètement en œuvre la loi sur le repos hebdomadaire, votée juste quelques mois avant son arrivée à la fonction de chef du gouvernement. C'est également Clemenceau qui crée le ministère du Travail en 1906 pour protéger les salariés. Le texte de loi débattu aujourd'hui traite des ouvertures dominicales et notamment du passage possible de 5 à 12 de ce qu'on appelle habituellement les dimanches du maire. Mais par ailleurs, chaque dimanche pourra être ouvert dans les zones touristiques, 620 actuellement, et les zones commerciales, les ex-puces. Il en ira de même dans les zones touristiques internationales, dont le mode de création apparaît peu satisfaisant. En effet, elles seront délimitées par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, après avis du maire, et non à sa demande, comme dans les zones touristiques actuelles, ce qui est un peu le contraire de la décentralisation et du rôle nécessaire des élus locaux. Je voudrais parler d'un autre point qui, au fond, est une conception plus générale que nous avons les uns et les autres de ce que peut être la marchandisation éventuelle du temps et de la vie personnelle, qui n'est pas nécessairement notre idéal. L'action de la gauche a plutôt été à l'opposé, c'est-à-dire la réduction du temps de travail, avec Blum en 1936, avec Mitterrand en 1981, avec Jospin également en 1997. Le dimanche, c'est d'abord la vie personnelle, la vie familiale ou amicale, c'est le temps de la détente et du repos. Cette préconisation du repos hebdomadaire ne date pas d'hier. Monsieur le ministre de l'Économie, vous connaissez ce livre un peu ancien, dont le début s'appelle La Genèse, et qui comporte cette phrase « Et le 7e jour, il se reposa ». Ou alors, si vous préférez une autre référence, je sais qu'un radical n'est pas qualifié
pour citer la Bible. Et c'est pourquoi je passe à un autre livre qui est celui de Paul Lafargue. Je ne suis pas qualifié non plus car il était député socialiste et gendre de Karl Marx. Mais tout de même, Paul Lafargue, dans son livre au titre très provoquant, Le droit à la paresse, requérait contre une vie tout entière consacrée au labeur et se refusait à définir l'homme ou la femme simplement par son travail. Dernier point que j'évoquerai dans les mesures de ce texte et qui concerne les indemnités prud'homales ou les dommages et intérêts accordés dans certains cas. Dans ce texte, en effet, un autre point pose problème, au plan à la fois pratique et juridique, le plafonnement des indemnités prud'homales pouvant être accordées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Même si cette mesure comporte un plancher et un plafond, et laisse donc une certaine marge de variation, il n'est pas sûr que l'existence de ces fourchettes, relativement peu ouvertes, soit considérée comme suffisante à préserver le principe du pouvoir d'appréciation du juge. De même, il n'est pas sûr que dans certains cas, la présence de plafond soit compatible avec le principe de réparation intégrale du préjudice consécutif à un licenciement litigieux. Enfin, instituer des seuils différents selon la dimension de l'entreprise peut exposer à un autre risque, la rupture d'égalité. Ce nouveau dispositif peut donc paraître relativement hasardeux. Même si certaines dispositions de ce texte peuvent appeler des réserves, nous ne voterons évidemment pas la censure, car ce serait désavouer votre politique d'ensemble, alors que nous en sommes naturellement solidaires. Nous vous soutiendrons car globalement votre politique se traduit par des avancées significatives. Sous votre conduite, plusieurs réformes ont été décidées ou mises en œuvre qui inscrivent le progrès dans la matière des faits. Justice fiscale d'abord avec la réforme de l'impôt sur le revenu, effort soutenu pour l'éducation nationale, naguère délaissée qui aura bénéficié de 60 000 emplois d'ici 2017, loi du 4 août 2014 pour l'égalité femmes-hommes, création de 2 000 emplois d'avenir pour les jeunes peu qualifiés, mise au point d'une prime d'activité qui bénéficiera aussi maintenant aux moins de 25 ans, extension de la complémentaire santé, généralisation du tiers payant d'ici 2017. Monsieur le Premier ministre, vous connaissez votre majorité. Elle n'est pas uniforme, elle est pluraliste et diverse. Elle se compose de plusieurs groupes dont chacun a son identité particulière. Depuis le début de cette législature, notre groupe a eu l'occasion d'exprimer des différences ou des divergences sur tel ou tel point, même si cela n'a pas empêché la solidarité sur les grands choix. Bien sûr, nous ne sommes pas d'accord sur tout, sur la totalité des décisions, mais nous sommes d'accord sur beaucoup, et notamment sur l'essentiel. Nous vous redisons donc notre confiance, confiance dans votre personne, confiance dans votre action, confiance dans votre fidélité aux valeurs de progrès. L'objectif prioritaire doit être cela, bâtir une France plus juste et plus humaine, une France qui agisse pour chacune, pour chacun, et d'abord pour les moins favorisés, en faisant le plus pour ceux qui ont le moins, comme c'est la tradition, comme c'est la vocation des partis que nous représentons ici, dans cet espace particulier, conçu pour assurer la justice et le progrès. Merci, Monsieur Schwarzenegger.